OK, donc bonjour tout le monde. Je suis pas habituée de ne pas voir les gens là, à qui je parle autant. Donc, bienvenue à ce dîner-conférence sur la thématique de la pollution de microplastiques. Je suis Eugénie Potvin, coordonnatrice de la Maison de l'environnement de Verdun, puis je vais animer la conférence d'aujourd'hui. Cet événement est rendu possible grâce au partenariat entre Stratégie Saint-Laurent, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, le CRIEM, et puis la Maison de l'environnement en collaboration avec l'arrondissement de Verdun. Je voudrais aussi remercier Sarah Lessard de Propre à Verdun, un organisme citoyen qui œuvre là, à la lutte à la pollution dans notre arrondissement ici à Verdun. C'est un regroupement de plus de 700 personnes qui sont impliquées actuellement dans ce mouvement-là. Le dîner-conférence va se passer en 3 sections. Il y aura premièrement une conférence plutôt théorique de Cécilia Mêlé de Stratégie Saint-Laurent sur la pollution des microplastiques, là, plus précisément dans le fleuve. Elle va aussi nous parler de leur projet en lien avec le défi Saint-Laurent. On va ensuite avoir un segment pratique où je vais prendre la parole pour aborder des gestes à poser là, pour lutter de façon concrète, soit à la maison, dans la communauté, pour lutter, encore une fois, là, contre la pollution microplastique. Puis, ensuite, Sarah va prendre la parole, Sarah Lessard, pour nous parler un peu plus de Propre à Verdun, puis des opportunités d'implication si vous êtes intéressé. Puis c'est ça. Dans le fond, à la toute fin de la rencontre, il va y aussi y avoir une section discussion. Donc, si vous avez des éléments là, à partager à ce moment-là, ce sera à ce moment-là qu'on pourra le faire. Il va aussi y avoir des sections, des moments de questions. Donc, à la fin de chaque segment, là, à la fin de la conférence de Mme Mêlé, puis de ma section ainsi que celle de Sarah, là, il va y avoir aussi un moment pour poser des questions. Vous pouvez toutefois poser vos questions via, vous voyez tout au bas de votre écran, là, c'est écrit Q et R, Q&A, en anglais. Foire aux questions, dans le fond, pour les écrire dans le chat. Vous pouvez aussi les poser de vive voix. En levant la main, là, vous pouvez utiliser les fonctionnalités pour lever une petite main, un dessin là, dans l'écran pour qu'on puisse vous repérer, puis vous donner la parole si besoin. Mais c'est ça, je rappelle là, qu'il y a des périodes de questions pour poser les questions. On privilégie ce temps-là pour répondre à vos questions. J'aimerais aussi souligner la présence avec nous de Mme Rebecca Blanco et M. Nicolas Malouin du bureau de M. David Lametti, ministre là, de la Justice et procureur général du Canada. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu mieux notre conférencière invitée, Mme Cécilia Mêlé. Cécilia est diplômée en environnement avec un profil spécialisé en gestion des risques. Elle est sensibilisée aux problématiques liées à l'eau par son expérience de rédaction d'études d'impact sur l'environnement et de suivi de mesures environnementales hydrauliques sur les chantiers. Depuis presque 3 ans maintenant, elle coordonne le projet Défi Saint-Laurent, une initiative visant la sensibilisation au plastique et ses impacts et la mobilisation des municipalités, citoyens et entreprises récréotouristiques aux gestes de réduction du plastique à usage unique. Donc, Cécilia, je te laisse la parole. On n'entend pas, tu peux ouvrir ton micro, merci. Merci Eugénie. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, puis de vouloir en savoir plus sur les enjeux des microplastiques et des plastiques. On voit que c'est un sujet vraiment d'actualité, puis d'en savoir plus également sur le défi Saint-Laurent. Donc l'initiative, comme le disait Eugénie, qui est en lien avec les plastiques et les microplastiques et qui est développée par Stratégie Saint-Laurent, un organisme à but non lucratif pour lequel je travaille. Donc, pour vous situer, Stratégie Saint-Laurent, c'est le plus vaste OBNL qui agit sur le Saint-Laurent, puisqu'il est composé en fait de 13 organismes, nous-mêmes, puis 12 organismes régionaux, donc qui sont appelés comités ZIP, qui sont situés le long du Saint-Laurent, donc des îles de la Madeleine à Cornwall.
Et puis, ce vaste réseau est reconnu depuis 1993 dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent. Et depuis cette date, le réseau a réalisé plus de 1000 initiatives et projets en lien avec la conservation, la protection, la restauration et la mise en valeur du fleuve. Alors, toutes ces actions sont menées vraiment dans la concertation et pas dans la pression. Je tiens à remercier aussi Lynn Morissette de M Expertise Conseil, M Expertise Marine, qui a produit en grande partie ce PowerPoint pour une conférence qu'elle a donnée dans le cadre du défi Saint-Laurent. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais vous parler, vous faire un bref bilan, mais bref, sur ce que nous savons actuellement au regard des avancées scientifiques sur les plastiques. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que le plastique représente entre 45 et 95% des débris marins. Donc, on peut voir que la majorité des débris marins sont des plastiques. Et ça montre également en fait que cette large tranche, parce que 45 à 95%, c'est large, ça montre en fait que c'est difficile à quantifier. Et c'est principalement parce que selon les plastiques, la densité des plastiques, certains plastiques vont rester à la surface et d'autres à la surface de l'eau, et d'autres vont couler au fond de l'eau, au fond des océans. Et puis quand on recueille les plastiques avec un filet, on recueille ceux qui sont à la surface versus tout le reste du plastique qui sont potentiellement au fond de l'eau. Ensuite, ce qu'on sait d'autre aussi, c'est que 80% des déchets plastiques retrouvés dans la mer proviennent de sources terrestres. C'est-à-dire que ce sont des plastiques qui ont été jetés directement ou involontairement ou soufflés par le vent. Et enfin, en fait, chaque année, il y a WWF qui fournit une liste des déchets les plus ramassés lors des nettoyages qu'il réalise, en fait. Et puis, ça montre que le Canada n'est pas sans reste et que là aussi, on constate que la majorité de ces déchets ramassés sont des déchets plastiques, puis plus particulièrement, en fait, des déchets et des produits et des emballages à usage unique ou à courte durée, puisqu'on peut voir, il y a des emballages de nourriture, il y a des bouteilles plastiques, des pailles, des choses comme ça. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre également au niveau de la science? En fait, on sait qu'on produit vraiment énormément de plastique. Depuis la date de la création, de l'invention du plastique en 1950 jusqu'à présentement, donc en environ 70 ans, on a multiplié par 200 notre production mondiale de plastique. Et malheureusement, on peut voir qu'il n'y a qu'un faible pourcentage, 9%, de ce plastique qui est recyclé. La majorité, presque à 80% des plastiques va être en fait enfoui, donc dans des sites d'enfouissement, ou va se retrouver dans l'eau soufflé par le vent. Et puis, malheureusement, si cette tendance vraiment de production de plastique se maintient, on peut voir que, en fait, d'ici 2050, notre production, notre volume, notre quantité de déchets plastiques va être multipliée par 2. Pour se rendre compte un peu ce que ça peut donner, tous ces déchets qu'on rejette dans l'eau, il y a la Fondation Ellen MacArthur qui a fait une analogie. En fait, on déverse dans la mer l'équivalent d'un camion à ordures chaque minute sur la planète. Donc, on peut voir que la production de plastique est vraiment énorme et puis que apparemment, ça ne va pas s'arrêter là et que aussi, il y a une autre complication, il y a un autre enjeu, c'est que le plastique aussi, en fait, met beaucoup de temps à se décomposer. Souvent, dans les médias, on entend, dans les médias ou les médias sociaux, en tout cas, on entend qu'une bouteille en plastique disparaîtra d'ici 450 ans, 500 ans, 1000 ans. Mais il faut faire attention à ce chiffre. En fait, il faut savoir qu'on ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le temps de décomposition du plastique, en fait, va dépendre de sa taille, de sa masse, du type de plastique, puis de l'environnement dans lequel on est.
Ce qu'on sait, en fait, c'est que c'est très long à se décomposer et qu'on n'a pas assez de recul depuis sa création en 1950 et que tout le plastique, en fait, qu'on a créé à date, donc depuis les années 1950, existe toujours d'une façon ou d'une autre. Et en fait, qu'il ne se dégrade pas complètement. D'ailleurs, c'était même, on va dire, un argument de vente, c'était que le plastique est indestructible. Et comme je vous le disais, en fait, il se dégrade, il disparaît pas, il se photograde. Donc, on peut voir qu'une bouteille en plastique, sous l'action du soleil, entre autres, il y a aussi les vagues, il y a aussi le vent, etc. En fait, va se briser, va se sécher, puis se briser en plusieurs petits morceaux, en plein de petits morceaux. Et puis, ces petits morceaux, on va appeler ça des microplastiques. Et le problème aussi, c'est que ces microplastiques, ils vont être plus difficiles à ramasser lors des nettoyages et ils vont mettre plus de temps à se décomposer. Là, c'est pour votre information, mais outre ces microplastiques en fait, qui sont issus de la dégradation de plus gros objets en plus petit, il existe aussi des plastiques, des microfibres issus du lavage des vêtements en synthétique, mais il y a aussi des microbilles qui vont être en fait présents dans les articles de toilette et d'hygiène. Alors, au Canada, depuis le 1er juillet 2018, c'est interdit on ne retrouve pas, c'est interdit de vendre, de fabriquer des produits d'hygiène avec ça. Et puis, on va trouver aussi des microplastiques, en fait, des larves de sirène qui sont produits industriellement. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du Saint-Laurent? En fait, il y a très peu de données au niveau de la zone d'eau douce, on va dire. En général, dans le monde, c'est beaucoup sur les écosystèmes marins. Au niveau du Saint-Laurent, il y a eu 2 études qui ont été réalisées par les équipes d'Anthony Ricciardi de l'université McGill. Donc, il y en a eu une en 2014 qui portait plutôt sur les microbilles et sur notamment les eaux de surface, en fait, dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'était à différents lieux d'échantillonnage entre le lac Saint-François et Québec. Ensuite, il y a eu une deuxième étude en 2017 qui l'a porté sur microbilles, microfibres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et microfragments. Là, ça allait de l'île de Salaberry jusqu'à Québec. Et ça portait, excusez-moi, précédemment, je vous ai dit, c'était sur l'eau de surface en 2014, mais c'était plutôt sur les sédiments. Et ça va être celle de 2017 qui va être sur les sédiments et l'eau de surface. Quoi qu'il en soit, ces 2 études, en fait, elles ont montré que ce n'est pas différent au Canada d'ailleurs et qu'on n'est pas protégé de ce fléau. Et ils ont trouvé que ce soit microbilles, microfibres, microfragments dans l'eau de surface et dans les sédiments. Donc, chez nous aussi, on a des microplastiques. Ce qu'on sait aussi au niveau de la science, en fait, c'est que il y a des études en cours, il y a des études qui ont été faites également. Il y a une étude qui a été faite sur l'ingestion de plastique dans les organismes marins. Donc, on peut voir, excusez-moi, on peut voir à droite, en fait, on peut voir qu'il y a des particules en fait fluo dans des organismes et ça montre que c'est l'ingestion en fait des plastiques, ça montre les particules de plastique. Donc en fait c'est à la fois on peut voir des larves de crabes ou de homards, des moules, mais aussi des copépodes qui sont mangés par des mammifères marins. Donc cette étude typiquement en fait elle montre que les organismes ingèrent des plastiques, des microplastiques, puis les stockent. Après, il y a d'autres études qui vont porter plutôt sur comment ces animaux vont ingérer ces microplastiques, puis ensuite comment ça va se diffuser au sein de leur propre organisme, puis aussi au sein du reste de la chaîne alimentaire. Parce que, effectivement, comme je vous ai dit, en fait, on en a trouvé dans les copépodes qui sont mangés par les mammifères marins. Donc, en fin de compte, on peut par le concept de la chaîne alimentaire, on peut retrouver ces microplastiques tout le long de la chaîne alimentaire. Donc, on peut très bien manger des poissons qui auront eux-mêmes mangé
des poissons qui auront mangé des plastiques. Mais, je mets bien un mais, il n'y a aucune étude jusqu'à présent, aucune étude évaluant les effets des microplastiques ingérés chez les humains qui n'a été réalisée. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a prouvé l'effet, la dangerosité en tout cas, des plastiques et des microplastiques par l'homme lorsqu'ils ingèrent ce type d'aliments. Mais par contre, on connaît les impacts de ces plastiques sur la faune, ça c'est avéré, c'est visible. Donc on peut voir que sur la faune, il va y avoir des enchevêtrements ou des empêtrements des mammifères marins ou de la faune dans les filets ou sinon dans les débris de plastique. Et on peut voir aussi qu'il va y avoir un impact au niveau de l'ingestion. Donc, ils peuvent soit ces animaux ingérer des gros morceaux, des gros débris. Donc, on peut voir pour le cas de l'albatros, de l'oiseau. En fait, ce que ça a provoqué, c'est que ça a obstrué son système intestinal et en fait, du coup, il n'avait plus de place pour de la vraie nourriture et puis ça a causé notamment sa mort. Ensuite, il peut avoir aussi des cas d'ingestion, mais d'ingestion, on va dire, surtout pour les animaux par filtration, en fait, d'ingestion de petites particules de microplastiques, comme je vous ai dit, quand ils avalent de l'eau, en même temps, ils avalent des microplastiques. Donc là, je vous ai fait un topo bref sur les microplastiques et les impacts, etc. Mais vraiment, maintenant qu'on connaît mieux l'enjeu, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individus, nous, municipalités, nous, entreprises, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer moins, pour en tout cas que ce soit un enjeu moins majeur, on va dire. Il existe différentes initiatives citoyennes, différentes initiatives positives auxquelles vous pouvez participer. Notamment, il existe des nettoyages. Alors, il y a le World Cleanup Day chaque année en septembre. Il y a des organismes comme Mission Santonne, Organisation Bleue. Il y a aussi les nettoyages des grands rivages canadiens de WWF qui organisent des nettoyages dont le but, ça va être plutôt de ramasser des débris sur les rivages du Saint-Laurent et avant qu'ils se désagrègent en fait en plus petits morceaux où là, ça sera impossible à ramasser et puis ça sera plus léger, donc ça aura plus de chances que ça prenne le large. Mais il existe aussi d'autres initiatives comme le Défi Saint-Laurent. Donc ça, c'est notre projet qui, en fait, essaye d'agir plus en amont des nettoyages. Donc, en fait, on va essayer de faire en sorte de réduire la consommation à la source du nettoyage et notamment des plastiques et notamment des plastiques à usage unique. Donc, en quoi ça consiste? Il y a avant que les gens, pour que les gens posent plus facilement des gestes de réduction du plastique, il faut les sensibiliser, il faut les informer sur ces enjeux, un peu comme je vous ai fait actuellement. Pour les sensibiliser, on a différents moyens. Donc, pour les citoyens, mettons, il y a les conférences comme je fais actuellement avec vous, mais il existe aussi une fiche informative et un recto verso qui explique ce que sont les plastiques et leurs enjeux. Donc ça pourra sensibiliser aussi bien les citoyens que les municipalités, que les entreprises aussi récréo-touristiques en lien avec le plastique. On a réalisé aussi en ligne un quiz avec, il y a 8 questions pour que vous en appreniez davantage sur les microplastiques, puis avec les réponses développées pour vous informer sur ça. Et on peut trouver au niveau aussi des écoles, on a fait une trousse pédagogique. Alors, dans le jargon, on va dire, scolaire, on appelle ça une SAE, une situation d'apprentissage et d'évaluation, qui, en fait, ça rentre vraiment tout pile dans le cursus, dans les exigences, dans le cursus scolaire et dans les exigences du ministère de l'Éducation.
Et ça parle en fait vraiment des plastiques, des enjeux des microplastiques, la bioamplification, etc. Donc ça, pour information, cette trousse pédagogique, elle est disponible sur une plateforme gratuite Prism. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement, puis l'utiliser en classe avec vos élèves. Ensuite, on va avoir un deuxième volet. Après avoir sensibilisé toute cette population, on va chercher à la mobiliser. Alors, comment mobiliser les gens? En fait, comme je vous ai dit, on estime qu'il y a 80% des déchets plastiques qui sont de source terrestre et qui sont de source terrestre. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup de ce qui était ramassé, des choses, des éléments, des produits à usage unique. Donc nous, on veut essayer d'éviter que ces déchets plastiques en fait, ne se retrouvent dans l'eau et donc en réduisant à la base notre propre consommation de plastique. Vous pouvez, pour les citoyens, il existe un passeport d'engagement en ligne, un passeport moral, donc où vous pouvez vous engager moralement à poser des gestes de réduction du plastique. Alors là, on vous en propose quelques-uns, environ 4-5 actions, mais vous pouvez vous-même en proposer d'autres. Donc, ce passeport d'engagement, c'est valable pour les citoyens, pour tout le monde aussi. Et au niveau des municipalités et des entreprises, on a fait un genre de programme de certification. On va appeler ça plutôt programme de reconnaissance morale, où en fait, il y a 5 niveaux d'engagement. On offre 5 niveaux d'engagement pour les entreprises et municipalités. Et pour chaque niveau d'engagement, en fait, il va y avoir des actions, ça va être associé à des actions de réduction du plastique. Donc, c'est associé aussi une petite plaque de reconnaissance pour les municipalités et les entreprises. Donc voilà, donc jusqu'à présent, il faut savoir que quand même, il y a quand même une cinquantaine d'entreprises récréotouristiques qui ont embarqué dans le défi Saint-Laurent. Et puis, il y a environ un peu moins d'une dizaine de municipalités aussi qui ont embarqué et qui veulent vraiment s'impliquer à poser des gestes de réduction du plastique. Et au niveau des citoyens, il y a aussi 500 citoyens pour l'instant qui ont signé ce passeport d'engagement. Aussi, au niveau de la mobilisation, en fait, on échantillonne aussi des lots du fleuve Saint-Laurent. On va faire une campagne d'échantillonnage ce printemps 2021. Et cette campagne d'échantillonnage, certains échantillonnages pourront avoir lieu en fait en présence des citoyens, avec notre partenaire Polymère ou avec des citoyens qui pourraient être présents lors de nettoyages organisés par nos comités régionaux, nos comités ZIP. Ça peut être l'idée. Donc, écoutez, je tiens à remercier les gouvernements du Canada et du Québec qui nous font confiance. Ce sont nos bailleurs de fonds pour ce projet. Je vous trouverai en fait tous les éléments dont je vous ai parlé sur notre site internet du défi Saint-Laurent. Donc, je vous ai mis les liens ici. Puis, il existe aussi une fiche sur les perturbateurs endocriniens et le plastique, en fait, qui est une fiche qui a été faite par le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens de l'INRS, pour laquelle on a contribué. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette fiche parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Et puis aussi, je vous conseille le passeport d'engagement en ligne citoyen, de le compléter. Ça prend vraiment 15 secondes. Puis ça vous donne des idées aussi d'actions que vous pouvez réaliser chez vous au quotidien et des actions qui sont vraiment faisables. Je vous remercie. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Cécilia. Très intéressant. Félicitations pour vos initiatives, vos projets là, avec Défi Saint-Laurent. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on serait rendu maintenant à une petite période de questions. Donc, je vais rappeler un peu la procédure si vous avez des questions. Je vais aussi vous rappeler, j'ai oublié de le mentionner là, au tout début de la rencontre, mais l'événement d'aujourd'hui est enregistré. Donc, juste pour que vous le sachiez, là, si jamais vous posez des questions, je ne sais pas, juste pour que vous ayez l'information. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat
ou encore, pas le chat, mais le Q&A, Q et A, identifié juste en bas là, de votre écran, ou encore de lever la main via les fonctionnalités là, qui sont aussi tout au bas de votre écran, petite main là, en image là, qu'on peut lever pour avoir le droit de parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, aucune question. S'il n'y a pas de questions, je veux bien ajouter quelque chose, mais Oui? c'est vrai que j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais il y a d'autres choses aussi qu'on sait au niveau de la science, ou c'est en cours d'étude. C'est que, en fait, les plastiques ont un potentiel, un fort potentiel d'adhérence à leur surface et puis, certains ont aussi par leur faible densité, parce donc ils sont plus, on va dire, à la surface de l'eau. Tout ça fait que, les plastiques peuvent être plutôt des vecteurs de transport on va dire, de végétaux ou d'animaux. On appelle ça mettons, des espèces exotiques envahissantes qui viennent d'ailleurs. Donc, par le système de Gire, en fait, ces plastiques, plus les végétaux, les animaux qui se sont mis dessus, arrivent, mettons, chez nous au Canada, et ça peut poser problème parce qu'elles peuvent compétitionner, en fait, avec on va dire les plantes ou les animaux indigènes qui sont présents ici. Donc, compétitionner au niveau de la nourriture. Elles peuvent aussi apporter des maladies et puis aussi elles peuvent, on va dire, même prédater, on va dire, les espèces locales. Donc, en fait, ça, on le sait. Puis aussi, il faut savoir que sur ces plastiques, il y a différents éléments pour certains. Dedans, en plus, il peut y avoir des plastifiants qui sont contenus dans ces plastiques parce que ça permet de donner une propriété flexible, notamment au plastique. Et en fait, c'est ça, quand les animaux vont comment on dit, ingérer ces plastiques, ils vont ingérer aussi ces plastifiants. Et certains de ces plastifiants, en fait, sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ils altèrent le fonctionnement normal, le fonctionnement normal du système hormonal, et c'est eux qui peuvent provoquer de l'infertilité ou des malformations, des choses comme ça chez l'organisme, quoi, dans l'organisme. Donc c'est pour plus vous dire que les microplastiques en soi, aucune étude n'a prouvé leur dangerosité, mais c'est plutôt que ce sont des vecteurs de transport d'autres choses. Hmm. Voilà. Très intéressant cet ajout, merci. On a une petite question ici de Madame Isabelle Masse qui prend régulièrement des marches sur le bord du Saint-Laurent à Longueuil, puis qui a observé là, qu'il y avait beaucoup de déchets dans cette zone-là. Puis elle se demandait un peu quoi faire là, pour que le secteur soit nettoyé. Ben, en fait, peut-être, je ne sais pas si Cécilia, tu voudrais répondre ou sinon, je peux tenter une réponse aussi. Moi, je vous invite. Déjà, il y a plusieurs organismes, comme je disais, qui font des nettoyages. Il y a Mission Santon, vous pouvez trouver sur leur site. Alors, ça consiste en fait des nettoyages citoyens. Vous pouvez faire votre nettoyage, vous, de votre côté, puis donner les données à WWF ou à Mission Santon. En tout cas, si vous voulez faire un nettoyage, je pense qu'il faut se rapprocher de votre municipalité pour qu'elle soit au courant, que peut-être même elle-même le sache, puisse faire une base de données avec ça, et puis aussi qu'elle vous fournisse, qu'elle vous prête des éléments, des équipements, et puis peut-être pour le transport aussi des déchets. Donc, je ne sais pas si Eugénie, tu veux ajouter des choses? Oui, juste pour compléter, puis là, la question était longue. Je pense que je n'ai pas dit tous les détails. Là. Elle mentionnait qu'il n'y avait pas de poubelle dans ce secteur-là. Donc, à ce moment-là, pour résoudre ce problème-là spécifiquement, là, ce serait de, encore une fois, communiquer avec la municipalité pour améliorer la situation, pour voir s'il n'y aurait pas possibilité d'installer des poubelles ou de faire des nettoyages plus souvent. Mais sinon, l'option nettoyage citoyenne est aussi super intéressante. D'accord. Donc, Madame Isabelle Massa nous dit merci.
D'accord, je pense qu'on a répondu à sa question. Y avait-il d'autres questions, des mains levées? Là, j'avoue que moi, je ne les vois pas très bien, les mains levées. On a aussi, j'ai oublié de le mentionner, Elissa Kayal du CRIEM qui nous aide là, pour le côté technique aujourd'hui. Donc, je voulais lui dire merci aussi. Elissa, ça va, hein? Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de main levée. Non, pas de main levée. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Ben, si, il n'y a pas d'autres questions, peut-être on aura le temps aussi d'en reposer, là. Gardez-vous de quoi discuter pour la discussion finale. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième partie de notre événement d'aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, je crois que vous voyez mon écran maintenant. D'accord. Donc, quels gestes poser pour réduire la pollution par les microplastiques? Dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu avec Cécilia? C'est que les microplastiques, ça vient globalement là, des macroplastiques, des morceaux de plastique plus gros. Donc, comment réduire en général le plastique dans notre quotidien? C'est vraiment un sujet très difficile à aborder pour soi-même parce que le plastique est tellement omniprésent dans nos vies. Il semble difficile de s'en départir, de s'en éloigner, mais il existe différentes solutions, là, puis c'est un peu ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, rapidement. Premièrement, on va commencer par les gestes individuels. Ensuite, on passera à des gestes qu'on peut porter, qui ont plus une portée communautaire. Puis ensuite, je vais laisser la parole à Mme Lessard là, pour vous parler de propre à Verdun. Donc, quand on pense réduction de déchets en général, on pense aux 3 RVE. Donc, ici, qui sont illustrés là, dans un ordre hiérarchique. Ce qui est en haut sont les actions les plus souhaitables, en bas, celles qui sont le moins. Donc, premièrement, on essaie de réduire autant que possible les déchets à la source. Ensuite, on peut penser à la réutilisation des objets, le recyclage, puis la valorisation. La valorisation qui correspond au compostage, puis à l'incinération des déchets. Finalement, le dernier élément est l'élimination, donc tout ce qui correspond là, à la poubelle standard. Donc, on va les voir un peu plus en précision. La réduction, réduction à la source. Quand on parle de réduction, ce qui peut être intéressant d'aborder en premier, c'est l'élimination des objets en plastique à usage unique qui sont vraiment très, très répandus. En plus, qui sont une des bonnes causes de la pollution dans les océans en microplastique, là, comme Cécilia nous l'a mentionné tout à l'heure. Donc, les objets à usage unique, c'est des objets qui ont une très, très courte durée de vie utile, c'est-à-dire qu'on les utilise pour quelques minutes parfois ou encore à la limite quelques heures, mais la plupart de ces objets-là sont vraiment utilisés rapidement. Ce qui fait en sorte que, bon, on va les utiliser très souvent, donc on va utiliser plusieurs fois ces objets, des objets différents en fait, ce qui va créer des quantités très grandes de déchets. Donc, quand on parle, c'est ça, d'objets à usage unique, je vous en ai listé quelques-uns ici. On peut trouver des alternatives à ces objets-là en usage unique en les utilisant, des alternatives plutôt écologiques, pas nécessairement qui sont réutilisables, mais des alternatives soit biodégradables ou autres. Donc, je vais un peu passer au travers de mes exemples rapidement. Les couverts et vaisselle qu'on peut retrouver en mode compostable. Quand on va aujourd'hui, on va un peu moins au restaurant à cause du COVID, mais quand même, il y a beaucoup de livraison ou encore on va chercher dans les restaurants de la nourriture. Puis ça génère énormément, énormément de déchets. Donc, on peut amener, il y a beaucoup, beaucoup de restaurateurs qui acceptent les contenants réutilisables. Donc, de penser à aller là-bas avec ces contenants, puis de se faire servir à l'intérieur, ça peut être une option. Tout ce qui est paille, il y a des pailles là, en matière organique ou en métal qui existent, mais encore, le mieux, c'est de ne pas en utiliser. Tout ce qui est sacs d'épicerie aussi, privilégier des sacs réutilisables. Les contenants de produits, que ce soit des produits ménagers ou d'hygiène, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on peut essayer de faire des produits soi-même.
Donc, pour ça, je ne sais pas si c'est déjà partagé dans le chat, mais nous, à la Maison d'environnement, on a une chaîne YouTube, puis on a plusieurs vidéos là, pour vous aider si ça vous tente là, de tenter le coup, faire vous-même vos produits d'hygiène ou ménager. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a des alternatives aussi en vrac là, de plus en plus à Verdun pour ce qui est de ces produits-là. Les emballages d'aliments plutôt côté épicerie aussi. On a une carte interactive là, qu'on va vous partager aussi dans le chat, qu'on essaie de mettre à jour le plus possible si vous voulez y participer ou simplement l'utiliser dans le fond, vous vous rendez sur la carte, puis vous pouvez sélectionner le type d'objet que vous aimeriez avoir en vrac, puis on liste là, les commerces à Verdun qui le permettent. Soit qu'ils ont l'objet en vrac ou soit il faut que vous ameniez, vous amenez simplement votre contenant, puis ils vous mettent le produit à l'intérieur. Donc, voilà pour ça. Il y a aussi des cure-orets, brosses à dents qu'on peut retrouver en format compostable. Des sacs de type Ziploc, on pourrait privilégier des sacs réutilisables ou encore au moins laver ces sacs Ziploc pour les utiliser plus qu'une seule fois. Tout ce qui est couches lavables pour les bébés ou produits d'hygiène féminine aussi, qui sont de plus en plus répandus pour être utilisés là, de façon écologique. Donc, voilà. Ensuite, quand on pense à la réduction du plastique, surtout, on peut penser à choisir des objets quand vient le temps d'acheter un nouvel objet, choisir des objets qui sont faits de matières plus nobles que le plastique, on pourrait dire, comme des matières organiques qui vont être décomposables, surtout là, pour tout ce qui est textile. Là. Tantôt, on parlait des fibres de microplastiques. On peut aussi penser aux matières plus résistantes qui vont nous servir plus longtemps, comme le verre, le métal. Mais attention, si vous avez des objets déjà existants, ce n'est pas nécessaire d'en acheter dans une autre matière. C'est mieux d'utiliser pour toute la vie utile de nos objets, par exemple des contenants en plastique pour mettre de la nourriture. Puis quand sa fin de vie arrive, ben là, on peut penser à en acheter un autre. Il faut faire attention à la surconsommation aussi. Ensuite, on doit penser à utiliser nos objets pour toute leur durée de vie utile, je le répète encore. Donc, éviter autant que possible les modes éphémères, résister aux pressions du marché, parfois difficiles, le dernier cri du téléphone intelligent, essayer de résister à ça autant que possible, au moins être critique, se dire qu'on peut faire notre part aussi à ce niveau-là. Ensuite, réparer plutôt que jeter, évidemment. Ensuite, après la réduction, on peut penser à la réutilisation. Donc là, c'est tout ce qui est d'utiliser plusieurs fois le même objet là, en opposition aux objets à usage unique. On peut aussi penser à privilégier le seconde main quand vient le temps d'acheter un nouvel objet. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités là, pour les ventes en ligne, puis les friperies également, il y a des friperies spécialisées maintenant qui sont très intéressantes, des événements de troc aussi qui existent, moins avec la pandémie, mais ça sera appelé à revenir, j'ai bien l'impression. Sinon, en ligne, des groupes de troc, sinon faire simplement des échanges d'objets ou de vêtements entre amis. Il y a aussi une catégorie là, des fois on les sépare, réutiliser, réemployer. Le réemploi, dans le fond, le réemploi, c'est différent que la réutilisation dans le sens où, on va employer un objet pour autre chose que ce pourquoi il a été pensé quand sa durée de vie utile a été terminée, dans le fond, quand il n'est plus fonctionnel. Comme par exemple, il y a plein d'entreprises qui existent dans ce sens-là. Je pense entre autres à une entreprise qui fait des sacs à main avec des chambres à air de vélo. Ensuite, quand on ne peut pas réduire ou réutiliser, puis qu'il faut utiliser un objet à usage unique ou autre, souvent c'est à usage unique là, ou presque, on peut ensuite penser au recyclage. Comme on l'a vu aussi dans la présentation de Cécilia, le recyclage, ce n'est pas parfait, ce n'est pas tout le plastique qui est recyclé. Puis même si on le mettait tout le plastique au recyclage, il ne serait pas recyclable non plus. Donc, il ne serait pas entièrement recyclable, pardon. Donc, c'est aussi à considérer. Il y a le plastique numéro 6, entre autres, qui n'est pas recyclable.
dépendamment des installations, là, mais ici, à l'arrondissement, puis à Montréal, ce ne l'est pas en général. Sinon, il faut penser aussi au fait que même si on met un plastique au recyclage, il ne sera pas recyclable de façon éternelle, si je peux dire. On remarque une certaine baisse de qualité là, dans les plastiques, puis on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas les réutiliser, recycler, je ne sais pas comment le dire, indéfiniment. Donc ça fait partie aussi des éléments à tenir en compte, là. Ensuite, on peut parler de la valorisation, l'élimination. Valorisation, ça s'applique plus ou moins au plastique, là, c'est plutôt au niveau du compostage. Pour ce qui est de l'élimination, donc le fait de jeter à la poubelle, ben, c'est bien de jeter au bon endroit parce que si on jette des déchets comme ça dans l'environnement direct, là, ça a des effets très néfastes ça peut se ramasser dans l'eau, etc., de façon plus facile. On pense aussi aux microfibres. Ici, je vous ai mis un exemple de choses qu'on peut faire. C'est le Gramme, un organisme à but non lucratif qui travaille à la Chine, qui ont, eux, un programme de subvention pour des filtres à microfibres. Donc, ici, cet exemple-là. Là. Donc, voilà, je voulais juste vous le mentionner. C'est un filtre, en fait, qu'on met tout au bas. On relie à la laveuse pour filtrer les microfibres qui viennent des tissus synthétiques là, des vêtements. Donc, voilà, excusez-moi, je surveille l'heure en même temps. Donc, voilà pour ça. Si vous êtes plus intéressé là, si vous êtes intéressé par rapport à ce programme-là, malheureusement qui n'est pas donné à Verdun, mais quand même, puis si vous voulez plus d'informations par rapport au filtre à microfibres, il y a de l'information qui vous est partagée là, via le chat par rapport à ça. Si vous voulez d'autres ressources pour ce qui est de la réduction des déchets en général à la Maison d'environnement sur notre site Web, on a une section assez bien étoffée, je dirais, là, pour des ressources là, qui œuvrent beaucoup dans le zéro déchet, mais pas que. En tout cas, pour la réduction des déchets, là, il y a beaucoup de très belles références à cette ressource-là, dans cette page-là. Si vous voulez si vous êtes intéressé par le mode de vie zéro déchet, j'en profite pour promouvoir un peu notre projet d'accompagnement des familles au mode de vie zéro déchet. C'est un accompagnement vraiment individualisé là, pour les participants où c'est ma collègue Émilie là, qui s'occupe de ça, où elle va accompagner pas à pas, donner des conseils, des trucs pour améliorer la réduction des déchets. Donc, si ça vous intéresse, présentement, on est à la recherche de candidats. On a jusqu'au 1er mai pour poser sa candidature. Donc, je vous invite à vous informer davantage sur ça. Le lien devrait vous être partagé aussi via le chat. Donc, voilà. Maintenant, dans la communauté, nous, à la Maison d'environnement, on prête du matériel de corvée. Si ça vous tente d'en organiser une dans votre ruelle ou organiser, c'est un grand mot. Maintenant, on fonctionne beaucoup par bulle familiale ou juste individuelle. Donc, si vous voulez faire des petites corvées comme ça puis que vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à nous contacter. On organise aussi une corvée de nettoyage des berges comme normalement à chaque année. C'est le 15 mai prochain. C'est sur inscription seulement cette année. On va s'assurer de distribuer les gens autant que possible sur la berge pour tout faire la berge et à l'île des Sœurs et à Verdun-Terferme. Donc, si vous êtes intéressé, aussi, on recherche des bénévoles responsables pour cette journée-là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, on va y répondre à la toute fin. Puis, donc là, je vais laisser la parole à Madame Lessard. Bonjour. Est-ce que vous allez montrer les autres? Oui, je vais partager pour vous, si vous voulez. Là. Oui. OK. Est-ce que tout le monde voit bien comme ça? C'est correct, hein, je pense. Oui. OK, parfait. Oui, alors, il y avait 3 citoyens à Verdun qui a commencé le groupe Propre à Verdun. C'était juste au début de la pandémie. Ils ont remarqué que c'était à Verdun, c'était juste après la fonte de neige, puis c'était pas mal. Il y avait beaucoup
de déchets. Alors, et ils ont vu aussi des gens dans la communauté qui ont commencé à nettoyer eux aussi. Puis, ils ont décidé, on va commencer un groupe en ligne sur Facebook pour rejoindre toutes ces personnes pour participer à nettoyer leur communauté. Et oui, parce que les corvées l'an passé étaient annulées, toutes sortes de choses étaient annulées. Alors, ils ont remarqué que c'était le temps de nettoyer. Alors, le groupe a réuni les citoyens pour nettoyer les rues, les ruelles, les parcs, les lieux publics et les berges de l'arrondissement afin de vivre dans un environnement propre. Et ça, on essaie d'encourager tous les citoyens en Verdun de faire leur petit part en nettoyant en avant de chez eux ou dans la ruelle en arrière de chez eux, en promenant leurs chiens s'ils peuvent. Alors, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? OK. Oui, alors les membres du groupe peuvent contribuer de différentes façons. Nettoyer votre devanture d'appartement ou de maison, incluant le trottoir et la rue. Partir à la quête de déchets dans votre ruelle. Ramasser ce que vous pouvez en prenant votre marche quotidienne. Prioriser le nettoyage des berges avant que les plastiques n'atteignent le fleuve et les baleines. Et trier les déchets, compost, recyclage, déchets mégots. Aussi, je trouve que ça se peut qu'il y a des gens qui se sentent un peu mal à l'aise de sortir eux-mêmes pour nettoyer. Peut-être, alors, on encourage les gens que, moi, je le fais moi-même, ça fait plus que 10 ans parce que j'habitais avant dans le plateau. Puis quand je me promenais sur le Mont-Royal, j'amenais un sac avec moi pour ramasser si je trouvais des déchets parce que ça me dérangeait trop de promener dans la nature et de voir quelque chose qui traîne à terre. Alors, si tout le monde peut faire leur petit part, ça fait tellement une grande différence. Oui, alors le groupe, ça s'appelle Propre à Verdun. Vous pouvez nous joindre. Je crois que présentement, il y a plus que 700 membres maintenant. Alors, on essaye beaucoup d'encourager et notre but est que le Verdun soit le plus propre quartier à Montréal. Merci. Super. Ben, merci beaucoup, Sarah. Sarah Lessard, là, qui est une citoyenne engagée pour le groupe Propre à Verdun, une initiative de Demain Verdun, là, un groupe citoyen qui chapeaute, si on veut, plusieurs initiatives citoyennes. Si ça vous intéresse, je vais aussi partager ça dans le chat, les liens, si ce n'est pas déjà fait. Il y a plusieurs, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on encourage les gens de poster leurs photos. S'ils sortent pour l'après-midi pour ramasser des déchets, vous pouvez poster ce que vous avez ramassé juste pour encourager les gens à le faire. Parce que, oui, parfois, ils se sentent comme, si c'est pas organisé, est-ce que je peux le faire encore? Ben oui, on encourage tout le monde de faire leur part, hein? Leur part, exactement. Oui. Donc, c'est vraiment un beau projet, là. Je vous félicite beaucoup, Sarah, vous et tous les autres citoyens là, qui sont engagés dans cette initiative-là. C'est vraiment de donner un mouvement puis d'encourager tout le monde, dans le fond, à faire sa part. C'est vraiment intéressant. Puis aussi, vous n'avez pas mentionné, mais vous avez organisé par le passé aussi des événements où là, plusieurs personnes étaient comme les MegoFest, oui, comme ça. Parfois, on organise. L'an passé, il y avait le MegoFest qu'on a organisé et c'est les gens qui ramassent seulement les mégots, puis après, on va les recycler. Puis on se rencontrait à Benelux après pour prendre une bière et on peut se rencontrer aussi comme ça. C'est une façon de rencontrer les autres citoyens dans la communauté qui sont engagés. Super. Bien, merci beaucoup. Maintenant, on passerait à la période de questions. Donc là, j'ai vu beaucoup de questions. Je
j'allais dire un anglicisme, mais apparaître dans le Q&A. Donc, nouvel anglicisme, la foire aux questions. Donc, je vais commencer tout de suite puisqu'il reste pas beaucoup de temps, là. Monsieur Daniel Legault qui pose une question. La ville de Verdun a organisé un nettoyage des berges durant des décennies. Est-ce qu'il y en a encore des nettoyages prévus par la ville? Dans le fond, le nettoyage des berges qui se faisait annuellement, avant, c'était géré par l'arrondissement. Maintenant, depuis, ça fait quand même plusieurs années, c'est géré par la Maison d'environnement de Verdun. Donc, quand je donnais l'information tout à l'heure pour la corvée de nettoyage sur les berges, ça correspond au même événement. Je vais passer tout de suite à la question suivante. Madame Audrey Solirène, pardon. Y a-t-il une subvention pour produits d'hygiène féminine et durable à Verdun? Cela se fait dans d'autres arrondissements, mais je n'ai pas trouvé l'information pour Verdun. Non, malheureusement, on n'a pas cette subvention-là. Présentement, ce qu'on a comme subvention là, c'est les couches lavables, mais c'est pas vraiment, ça répond vraiment pas aux mêmes besoins. Donc, je sais qu'il y a une mobilisation citoyenne là, pour, en tout cas, se questionner sur l'intérêt de demander cette subvention-là. Notamment là, via Demain Verdun qui avait un sondage sur ça. Mais pour l'instant, ça n'existe pas, malheureusement. Je passerai à la prochaine question de Aliki Kourmanopoulos. Comment encourager des restaurants à utiliser les contenants compostables? J'ai beaucoup de restos que j'adore et je suis déçue lorsque je reçois du take-out en contenant même pas recyclable ou réutilisable. C'est souvent en styrofoam. Probablement que la meilleure chose, ce serait d'en parler directement au restaurateur pour lui faire part de votre déception, si on peut dire, mettre de la pression sur cette personne-là. Sinon, nous, à la Maison de l'Environnement, via la valorisation de la carte donc, que je vous ai montré tout à l'heure, on essaie de travailler avec les commerçants. Peut-être que ça pourrait être envisageable qu'on travaille notamment avec les restaurateurs. Ce serait une bonne suggestion, je pense. Si je peux apporter un complément, oui. Eugénie. Vas-y. En fait, les contenants compostables, le mieux quand même, ce serait des contenants réutilisables ou en tout cas ou dans une autre matière qui puisse être mieux recyclée. Parce que les contenants compostables, il faut se méfier parce que parfois, les compostables, en fait, c'est que industriellement et pas chez nous dans notre composteur. Donc, il faut que la municipalité ait vraiment un composteur industriel. Donc, finalement, si la municipalité ne l'a pas, ben, ça n'a pas apporté grand-chose, en tout cas. Mm-hmm. Merci, Cécilia. Bonne spécification. Je vais passer tout de suite à la question suivante, vu que le temps est pas mal restreint en ce midi. Catherine Barré qui demande le plastique numéro 6, ou qui dit plutôt, le plastique numéro 6 peut être apporté aux écocentres de La Salle et Saint-Laurent. Ben oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai donné une mauvaise information. Oui, on peut apporter notre plastique numéro 6 aux endroits, aux écocentres. Oui, c'est vrai. Donc, voilà pour ça. Sinon, M. Legault, encore une fois, Daniel Legault, quelles sont les intentions des gouvernements au sujet de la collecte sélective qui a connu beaucoup de ratés ces dernières années au niveau de la disposition des déchets triés? C'est une question très large. Tu veux que j'essaye? Vas-y. En fait, je ne sais pas spécifiquement au sujet de la collecte sélective. Je sais que ça fait partie des actions, des champs d'action, des domaines d'action dans lesquels il y a des choses qui vont être faites au niveau du gouvernement. La collecte sélective, ça en fait partie, mais il y a aussi la réduction la réduction de la consommation à la base, avec notamment l'interdiction, il est prévu pour 2021, l'interdiction par le Canada de 6 items en fait de plastique à usage unique. Donc, il va avoir tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui est sacs en plastique, etc. Je ne sais pas, Eugénie, si tu veux apporter des compléments ou... Je pense que ça va aller pour le moment. Est-ce que M. Legault, ça fait drôle de parler à M. Legault. M. Daniel Legault, est-ce que ça répondait un peu à votre question? Peut-être sinon préciser à quel niveau
vous aimeriez avoir d'autres réponses. Sinon, j'ai une autre question qui m'est apparue. Pascal Bilodeau, peut-on commander le filtre pour les microfiltres sans passer par la subvention? Oui, je suis pas mal certaine que c'est simplement un filtre, là, c'est fait par une compagnie privée, là, donc je suis pas mal certaine que ce serait possible. Ce serait de vérifier peut-être la marque là, via les informations du gramme là, qui vous ont été envoyées dans le chat. Puis, c'est assez coûteux, là, c'est assez dispendieux, mais si vous êtes motivé et que vous avez les ressources pour le faire, là, ce serait une option. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de passer par la subvention, là. C'est juste pour faciliter l'achat. Monsieur Daniel Legault, est-ce qu'un contenant en plastique compostable ne résulte pas en une transformation plus rapide en microplastique qu'on ne voit plus? Qu'on ne voit plus. Est-ce que tu veux y aller, Cécilia, ou? Bah, vas-y, je compléterai si tu veux. En fait, ben là, quand on parle de plastique compostable, il y a peut-être deux éléments pour lesquels faire la différence, là. Il y a le plastique qui est oxo-biodégradable. Souvent, on voit les sacs là, qui sont faits de cette matière-là. Ça, c'est vraiment du vrai plastique là, venu du pétrole, là. Donc, quand ça se décompose, probablement, ben, en tout cas, c'est une hypothèse que je fais, mais que ça devient un microplastique rapidement. Tandis que quand on parle de plastique compostable, comme par exemple ce qui est fait là, en fibre de maïs, par exemple, ça c'est vraiment compostable pour vrai, là, dans le sens où ça va redevenir des matières carbonées qui vont pouvoir être réutilisées par les plantes. Donc, voilà. Je ne sais pas si Cécilia, tu aurais une autre avenue pour cette question-là. Non, c'est bon. OK. Il y a beaucoup d'autres questions. Pour combien de temps prêtez-vous le matériel pour ramasser les déchets? On le prête. Il n'y a pas de... Dans le fond, si le matériel est réservé, on ne peut pas vous le prêter, mais on le prête, je ne dirais pas à l'année longue, là, parce qu'on n'a pas de demande, là, mais on peut le prêter à tout moment là, dans l'année. La Maison de l'Environnement, ça c'était Véronique Labrèche qui avait posé cette question-là. Prochaine question, Audrey Solirène encore. La Maison de l'Environnement fait-elle des actions de sensibilisation dans les écoles primaires de Verdun? Oui, on en fait. On a un projet là, de réduction de l'empreinte écologique dans les écoles, puis on fait régulièrement là, des animations dans ce sens-là, là. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce service-là, juste nous contacter, là, on pourra vous aiguiller, vous aider là-dedans. Ça c'était correct aussi. OK. Donc, ça va. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore... Il n'y avait pas de main levée, hein? Élissa, non, hein? Non, pas de main levée. OK. Merci beaucoup, Catherine Barré. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la toute fin. Là, je sais qu'on est sous l'heure du dîner, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont recommencer à travailler dans quelques minutes. Peut-être que je vais vous laisser libre si vous voulez aller aux toilettes ou finir de dîner. Donc, voilà. Je vous remercie encore, Sarah et Cécilia, Élissa aussi à la technique. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Je pense que c'était très intéressant. Puis, voilà, bon courage, bonne journée de la Terre. Puis, voilà, bon courage dans vos initiatives respectives. Merci, Eugénie. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bye. Bonne journée.